Magnifique, magnifique. Chers amis de l'éticulturation, je vous remercie d'y être fidèles et je vous remercie aussi de la distanciation pour que nous puissions combattre l'invasion du Covid. Et nous ferons toujours ainsi, la salle est bien grande, nous pouvons même aller plus largement et pour que nous puissions rester à distance. Donc il n'y a aucun danger que nous puissions nous contaminer si quelqu'un est atteint, on ne sait jamais. Je fais donc aujourd'hui la synthèse de vos travaux sur Ndare Rushatsi. Vous vous en souvenez, tout est parti d'un genre littéraire burundais appelé Inguru. Nous étions en train d'étudier la littérature orale du Burundi et nous étions arrivés au genre littéraire Inguru, c'est-à-dire les récits et les chroniques. Nous nous sommes rappelés mutuellement que Inguru, c'était un genre littéraire. Ce n'était pas nécessairement de l'histoire. Ndagutera Inguru signifie souvent Ndaguchira umugani. C'était surtout pour enseigner le soir au coin du feu ou à la cour des rois et des Waganois. Il y avait beaucoup d'Inguru. Mais non pas nécessairement pour raconter de l'histoire exacte, mais plutôt pour enseigner, pour donner des leçons. Si bien que c'est proche d'un genre traditionnel en Occident que nous appelons donc le mythe étiologique. Le mythe étiologique, c'est un mythe qui consiste à raconter le passé, non pas nécessairement pour donner des faits, mais pour justifier le présent, pour aider les gens à interpréter le présent, on le renvoyait dans le passé. C'est donc le genre étiologique qui est tout à fait proche de notre conception de l'histoire. Inguru, donc, ce n'était pas de l'histoire événementielle, nécessairement, mais à coup sûr, c'était de l'histoire des mentalités. Comprendre le présent par le passé. C'est ainsi que donc, nous sommes entrés dans cette étude sur Ndare Rushatsi. Et nous avons procédé par séminaire, vous vous en souvenez. Nous avons cherché toutes les versions existantes sur Ndare Rushatsi. Nous avons cherché dans des livres, entre autres, le livre de Moroha sur les peuples et rois donc de l'Afrique des lacs, et également Moroha, l'histoire du Burundi. Également, nous avons emprunté Alexis Kagame et un autre auteur appelé Ruvunangabo du Rwanda, parce que le Rwanda peut nous inspirer beaucoup. Et puis également, nous avons étudié les légendes du Burundi dans l'ouvrage de Ndorichi Mpae Guillet, et puis Pascal Daishinguje également, et puis Vansina, etc. Vous y avez travaillé, et je vous remercie beaucoup parce qu'on a atteint énormément. Je considère ce moment du séminaire comme étant peut-être le meilleur moment de notre cours d'éticulturation, c'est-à-dire du traitement éthique de la culture traditionnelle. Parce que j'ai vu combien vous aimez la recherche et vous vous êtes investi beaucoup, beaucoup. Alors, ceci pour l'introduction. En vous écoutant dans vos études sur les différentes versions, j'ai vu que finalement, les deux cycles déjà connus s'imposent.
nous avons deux cycles indépendants sur Ntare Rushatsi. Le cycle d'Ongoma, c'est connu, et le cycle de la Kanyaru, c'est vraiment les deux. Ces cycles-là s'imposent, je pense que les historiens en tiendront compte. Commençons donc par le cycle d'Ongoma. Et avant Ntare Rushatsi, nous avions des principautés, donc des chefs de clan qui étaient en même temps chefs d'une région assez grande. Et le clan de Bashuvi gouvernait Gubweru de l'époque, lié au Bushuvi d'à côté en Tanzanie. Un des grands représentants fut Fumbije, entre autres. Le clan de Bahanza gouvernait le Kirimiro et le Bututsi. Le clan de Benengwe gouvernait Ubungwe, c'est-à-dire une région du nord du Burundi et du sud du Rwanda en même temps. Donc, Ngozi Kayanza d'un côté, Butare de l'autre. Et le clan de Wagesera, non, Abahondogo, gouvernait le Bugesera qui comprenait Muyinga et une partie du nord de Ngozi. Et puis, au Bugesera, c'était aussi au Rwanda. Et au Rwanda, la région est restée telle qu'elle nommait ainsi au Bugesera, au sud, est plus ou moins du Rwanda. Et puis, juste pour faire comprendre, au Rwanda, vous aviez le clan de Banyiginya qui gouvernait une région appelée Gasabo. Ceux-là ont conquis le reste du Rwanda après. Et avant Ntare Rushatsi, le clan de Babanda gouvernait ce qu'on appelle le Nduga, c'est-à-dire le sud-ouest du Rwanda. Le clan de Bongera aussi gouvernait tout autour de Kigali, quelque part là, au Ghana-Chambwe. Et le clan de Bahondogo gouvernait, donc au Bugesera, comme je disais. Parce que le Gisaka, c'était au sud-est du Rwanda. Donc c'était des principautés. Alors, pour le cas du Burundi, Ntare Rushatsi a fait l'unification. D'après ce cycle d'Ongoma, un certain Ndwero est venu d'un endroit inconnu. Les traditions disent l'île 18 mai, c'est une façon de dire. Une région inconnue. Il a épousé une fille donc d'un grand prince de l'endroit, au Muhanzakazi, probablement. Mais tout cela, pour moi, ce sont des hypothèses. Et je n'aime pas affirmer quoi que ce soit. Ce sont des hypothèses, mais l'intéressant, c'est la mentalité que ça révèle. On va y arriver. Cet homme était déjà un pluviateur, c'est-à-dire un faiseur de pluie qui a ramené la pluie dans un moment où on a manqué tellement, etc. Il a été accueilli, il était tout grand. Et puis il a engendré, suite à son mariage, 2 fils, Nsoro et Jabré. Et puis Jabré a engendré Ntare Rushatsi en s'unissant à la femme d'Onsoro. L'enfant était objet de lutte. Et il a dû être éduqué au Buha. Et le Buha comprenait donc le Buyogoma actuel, et puis le Buha donc, de la Tanzanie. Et donc le Buha était très grand à l'époque, et il avait une partie du Burundi actuel. Et il fut éduqué au Buha, et il est revenu tout à fait charismatique, triomphant, et beaucoup de mythes disent qu'il est tombé du ciel. Et il est arrivé au Burundi, il a montré des pouvoirs extraordinaires, il a abattu le taureau qu'il a mené,
il a étendu sa peau sur un termitière, et puis un serpent a frappé dessous et un tambour a sonné, et puis il a battu un lion et consort, et il s'est imposé comme un homme surnaturel, pas un homme ordinaire du tout, c'est ça qu'il faut absolument compter. Et puis il est remonté vers Kigwa, c'est la commune d'Ishuvi, vers Makivuko, Mugera et consorts. Donc, ce cycle d'Ngoma comporte une certaine mythologie, c'est-à-dire des narrations qui montrent qu'un homme extraordinaire est venu au Burundi et qu'il s'est imposé parce qu'il avait un pouvoir extraordinaire, pas humain. Dans l'histoire des mentalités, c'est cela qui compte. Cette mentalité nous a du reste poursuivi. Le fait qu'un chef se sent surnaturel et il le démontre. Voilà à peu près ce que je puisse dire à propos du cycle de Ngoma. Le cycle de la Kanyaru. Le cycle de la Kanyaru, appuyé par le Rwanda, est très documenté, beaucoup plus. Et beaucoup de gens ont écrit plus sur le Rwanda que sur le Burundi, vous le savez. Alors là, j'aime commencer ce cycle-là par la mythologie de la sous-région. C'est très important. Un certain Gihanga, au XIIIe siècle, par là ou plus tôt, serait l'ancêtre de tous les rois de la sous-région. Ce sont des mythes, via des mariages. Et alors, il s'est marié avec une femme, Nyirambirangwe, et il a engendré un fils appelé Kanyabushi qui a gouverné le Bushi. Un autre, Nyangobere, une autre femme lui a donné Kanyengole et Kanyabugesera, chaque fois les rois de ces régions-là. Et alors, Nyamususa, la femme de Mgihanga, toujours, a donné Kanyarwanda et Kanyaburundi. Donc, pour montrer que, donc, dans cette mythologie, tous les rois de cette région proviendraient de ce grand homme Gihanga, sans doute tombé du ciel, on le dit d'ailleurs. Et il est tombé du ciel tout simplement avec du sorgho, des courges, il sorgho des épinards, et chaque fois avec un taureau. Donc c'est chaque fois des origines divines. Et alors ce cycle de la Kanyaru nous présente deux moments. Premièrement, il y a un Ndare Karemera venu donc du Rwanda, d'origine rwandaise, qui serait lié à la famille royale donc du Rwanda, chez les Banyiginya. Il serait fils c'est Muhanzi, fils de Ndoba Ndahiro, et puis donc c'est la dynastie rwandaise qui est tout à fait en question. Vous avez, je pense, la chronologie, je vous ai distribué carrément, j'ai eu le bonheur de le faire, la chronologie du Burundi à partir des textes rwandais, des textes oraux. Et là-dedans, donc, on voit que Ndare Karemera serait tout simplement issu de Gihanga au départ, c'est-à-dire le grand patriarche de toute la sous-région des Grands Lacs. Mais il y a un deuxième moment où c'est Ndare Rushatsi lui-même. Ndare Rushatsi donc a fondé la deuxième dynastie et
pratiquement donc, au XVe siècle par là, Sundara Rushatsi aurait collaboré avec les rois du Rwanda. Il a aidé même un roi du Rwanda pour combattre les Bashi à un moment donné, toujours au XVe siècle. Et alors, il a conquis le Bugesera en battant les Bahondogo. Et c'est ainsi que les Bahondogo sont devenus des clans fournisseurs de rennes. Avec Nengwe, donc, ils ont été détrônés du Bungwe. Eux aussi ont eu le droit de fournir des rennes. Et Ntare Rushatsi était avec les Banyakarama. C'est intéressant ça. Les Banyakarama, c'était les grands guerriers de Ntare Rushatsi au départ. Et il les appelait Imirundi Ange, Imirundi, c'est-à-dire les gens rapides, ils savent qu'ils ont des mollets pour courir. Alors eux-mêmes auraient dit, c'est ainsi que le Barundi s'est né, et puis le Burundi, tout ça. Le nom est venu comme ça, disent toujours ces récits. Et puis, Ntare Rushatsi était lié aussi aux Bajiji. Ce sont les Bajiji qui ont toujours connu les secrets de la cour royale. Le Muganuro, donc, c'était eux qui en avaient les secrets. Également, l'intronisation des rois, c'était les Bajiji qui en avaient le secret. Et il était, lui, toujours avec un certain Mitimigamba et donc, et un autre appelé Chakardiaba Keba, toujours. Donc, encore une fois, les fondations sur la base pratiquement de la religion. La religion était très importante dans toute cette histoire. Et alors, l'important dans tout cela, comme je l'ai déjà dit, c'est le mythe étiologique, c'est-à-dire le fait d'expliquer la valeur originelle des faits existants aujourd'hui, mais en recourant à une histoire plus ou moins vraie du point de vue historique, mais réelle du point de vue des mentalités. Un peu comme du temps d'Adam et d'Ève. Adam et d'Ève, c'est aussi un mythe étiologique, nous y reviendrons peut-être. Ou la tour de Babel, ce sont des narrations qui n'ont pas pour but d'enseigner l'histoire, mais enseigner plutôt une mentalité de l'époque qui par après continuait, ou Prométhée chez les Grecs, celui qui a volé le feu aux dieux pour devenir Dieu lui-même, et puis par après, il a été puni en étant tout simplement dévoré par un aigle qui dévorait son foie, mais sans le finir. Donc, le mythe étiologique a une grande importance pour comprendre notre histoire. Alors, Sundara Rushatsi aurait, donc, dans ce cycle-là, par après, il serait venu du nord, et puis il est arrivé au Mugamba, le Kigamuramvia, et puis il est descendu vers le sud, etc. En un mot, on peut dire que nous avons un roi d'une origine plutôt sacrée. C'est ce que ça dit en fait. Et qui avait une puissance extraordinaire, surnaturelle, un pouvoir spécial, et qui était donc appuyé par les devins Bajiji, Chakardiaba Keba, Mitimigamba, sont eux qui pratiquement l'ont accompagné, sont eux qui l'ont souvent même promu comme roi. C'est ainsi que les Bajiji aujourd'hui jouent, pas aujourd'hui,
Mais dans l'histoire récente du pays, ils ont continué à jouer ce rôle. Ce sont les Wajiji qui déterminaient le futur roi. À un moment donné, une autorité s'entendait avec eux et un bébé naissait avec des semences, un massacre. Et avec ces semences-là, c'était le signe que c'était lui le futur roi. Mais ce sont des Wajiji qui s'organisaient et qui mettaient dans les mains du petit bébé, à un moment donné, les semences. Tout comme également, au moment du Moganuro, on abattait des taureaux et des coqs pour pouvoir voir dans les entrailles les signes divins, c'est-à-dire du lait qui coulait dans les intestins. Et alors, pratiquement, c'était les signes que le Moganuro pouvait avoir lieu, c'est-à-dire la bénédiction des semences. Parce que Dieu était d'accord, Imana Zirez. C'était toujours les mêmes Wajiji qui jouaient tout ce rôle. C'était important de tenir compte de cela. Et alors, ce qui est associé automatiquement les différents clans. Et non seulement les clans, mais les ethnies, ce que nous appelons les ethnies aujourd'hui. Alors, il y en a qui ont souvent demandé, mais de quel clan était Ndare Rushatsi et consorts? Je pense que c'est une question qui ne se pose même pas. Ndare Rushatsi est dit dans tous ses récits qu'il est venu d'un endroit inconnu, qu'il est venu du ciel parfois. Et on n'a jamais dit son clan, nulle part, nulle part. C'était donc un personnage surnaturel qui nous est tombé du ciel, si on peut dire comme ça. Et la question donc de son clan ne se pose même pas. Et les clans qui l'ont entouré, c'était des clans qu'aujourd'hui on considère comme Hutu et Tutsi à la fois, vous l'avez entendu. Donc, la question ethnique, comme nous l'avons étudiée assez longuement, et Tutsi. Partant du nord est lié au Rwanda. Également, lui aussi nous dit que nous avons un roi extraordinaire avec des pouvoirs extraordinaires. Et la conclusion que nous avons tirée, c'est que ce n'est pas de l'histoire événementielle qu'il faut absolument rechercher dans ces mythes, mais c'est plutôt une histoire de mentalité. Et les mentalités qui s'en dégagent, c'est que nous avons un pouvoir, à partir d'Ondara Lushatsi, un pouvoir venu de Dieu, un pouvoir venu du sacré. Donc le sacré a une grande importance dans l'histoire de notre monarchie. Et comme vous le voyez, cette mentalité nous a poursuivis même après la chute de la monarchie. Donc c'est un élément très important à garder à l'esprit. Et puis une autre question que j'abordais juste avant votre arrivée, de quel clan, de quelle ethnie était Ndare Lushatsi? Alors j'ai dit que cette question ne se posait même pas à l'époque, parce que nous avions des principautés, donc des régions gouvernées par des princes issus de clans. Et non pas, les ethnies étaient dépendants des clans. Les clans, c'était eux qui incluaient les ethnies, ce que nous appelons ethnies aujourd'hui. Si bien que vous avez dans beaucoup de clans
des Hutus et des Tutsis, alors ce que nous appelons Hutus et Tutsis aujourd'hui. Et beaucoup. Donc là, nous avons fait, à une certaine époque, dans notre enseignement, dans nos séminaires ici, on a déjà fait état de vingtaines de clans qui avaient Hutus et Tutsis à la fois là-dedans. Si bien que le clan était incluant et ce que nous appelons aujourd'hui ethnie était inclus, tout simplement. Vous aviez... Alors, le répondant juridique ou politique, c'était le clan et non l'ethnie. Et il est devenu répondant politique avec simplement la colonisation. La colonisation a recensé les ethnies. Tout cela, nous l'avons étudié, on ne fait qu'une synthèse. Et donc, il y a eu un recensement vers les années 30 qui a montré donc, le Burundi sous cette forme-là, Hutu, Tutsi, 3, avec des cartes d'identité bien marquées là-dedans. Et alors, automatiquement, les Hutus et les Tutsis sont devenus un peu comme les races, un peu comme les tribus du Congo. Et les Belges nous ont gouvernés ainsi. Et alors, nous, devenant indépendants, nous avons adopté cela en faisant de la politique à partir de cela. Les partis politiques sont nés sur base de ces ethnies créées pratiquement, parce que le mot ethnie lui-même ne signifie pas ce qu'il signifie ici chez nous en politique. Le mot ethnie, c'est la même race, même langue et consort, et même sang, même autre chose, et nous n'avons pas cela. Et ici chez nous, donc là, si bien que la politique ici chez nous a créé les ethnies comme elles sont aujourd'hui. Et alors, c'est la même politique qui, à mon avis, devra réétudier sur une autre base et les problèmes des ethnies ici chez nous. Les clans, eux, je pense qu'ils ont fait leur temps. Nous n'y sommes plus et ça ne vaut plus la peine d'y revenir, sauf sur le plan de l'amitié, de la sociabilité. Donc, ça fait plaisir d'ailleurs, mais à ce titre-là, mais les clans n'ont plus un caractère politique du tout, alors que c'est eux qui en avaient le maximum à l'époque, de Ntarelushatsi après, sous les rois traditionnels. Alors, poser la question du clan de Ntarelushatsi, ce n'est pas, à mon avis, nécessaire. Ce n'est même pas pertinent. Et parce que lui est venu du ciel, tout simplement. Et je conclus en disant, de tous ces mythes que nous avons étudiés, la conclusion est celle-là. Ntarelushatsi, c'est un homme extraordinaire que le ciel nous a donné. Et cette mythologie a commandé pendant tout le temps de la monarchie. Tout le temps, bien sûr. Mwambutsa considérait tous les Burundais comme ses enfants. Pour terminer, je vous dis d'ailleurs une blague. Abantu barahanuye umwami bati mwami w'i Burundi tinya abazungukazi abe nawe Mwambutsa yivugira make arafura ati abarundikazi bose ko ari abana banje. Non, donc il a fait de l'humour pour terminer cette question-là. Donc c'est dire que cette mentalité du roi, père de la nation, était vraiment, c'est la clé, c'est la conclusion que je tire moi de Ntarelushatsi. Et comme je vous l'ai dit, ça nous a poursuivis même après le départ des rois. Et voilà en un mot ce que j'avais à donner comme synthèse. Débattons là-dessus, complétez-moi, puisque je fais la synthèse de ce que vous avez dit vous-même dans vos différents séminaires, parce que je n'ai pas toujours exposé, j'ai simplement donné la parole à vous pendant un temps assez long,
Et il a donné beaucoup de beaux résultats. Ça m'a beaucoup passionné personnellement. Je ne m'étais jamais incliné là-dessus. Et ça m'a plu. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir fait aimer ça. Voilà, en un mot, ce que j'avais à donner comme synthèse. Et puis, mon Dieu, je ne suis pas très ponctuel, mais cette fois-ci, je le suis. En général, je parle pendant 1 heure et vous discutez pendant 1 autre heure. Alors, la parole est à vous. Je note les questions. D'abord, nous notons les questions. Quand elles deviennent nombreuses, et on y répond. Et y répondre ne signifie pas du tout que c'est moi qui réponds. Non, c'est vous. Répondez-vous. Parce que c'est un séminaire et vous êtes aussi connaisseur que moi. La parole est à vous et je note les questions, les commentaires, les ajouts, les abandons éventuels. Vraiment, je suis à votre écoute. Il y a une question quand même que j'aime souligner en attendant vos autres questions. Automatiquement, notre recherche a démontré que nous avons eu 17 rois et non pas 16 comme une certaine version venue de Jean-Pierre Chrétien et de Vancina le souligne. Donc, puisque l'histoire, nous avons étudié les généalogies des clans. Et il y a des clans qu'on a étudiés qui remontent justement au XVe siècle par là. Jean-Marie nous a parlé d'Ababibé, son clan, mais ça remonte jusqu'à Zimbabwe, donc au XVIe siècle par là. Donc, Zimbabwe, ce serait le 5e roi de notre dynastie, la dynastie de Ndaralushatsi. Donc, on a étudié beaucoup de clans ici qui nous démontrent que ça remonte à beaucoup plus loin que ce cycle de 8 rois souligne. C'est utile à dire, comme ça, parce que notre histoire a été faussée quelque part. Et on l'enseigne, malheureusement. On enseigne que, donc, on a eu 8 rois dans notre histoire, alors qu'ils sont 17. Et je pense qu'on devra un jour s'y pencher pour corriger ça. Et ça, c'est clair et net. Ça n'est même plus à démontrer. Et vous avez d'autres questions? Et, s'il vous plaît, audace. C'est un grand problème Et de distinguer la mythologie et la réalité. je note la question. Pourquoi? Parce que à travers les séminaires que nous avons faits, nous avons toujours dit qu'on n'est pas en train d'expliquer l'histoire de notre temps. Ce n'est pas des faits historiques. Ce n'est pas des faits historiques. Nous l'avons prouvé, ça a été prouvé. Mais l'exemple de Jean-Marie Ngendahayo donne quand même une certaine réalité. Et dans la documentation que nous avez gracieusement donnée, la chronologie du Burundi dans les genres, j'ai trouvé personnellement un roi qui est d'ailleurs mort au Rwanda, Ntare III qui vivra 1628 et 1680, qui est mort au Rwanda, venant d'une guerre, et là au moins, c'était donné, c'est comme l'exemple de Jean-Marie, me fait penser à une réalité. Alors qui est réalité, qui est mythologie dans tout ce que nous disons? Je veux vraiment le dire. Je veux vraiment vous répondre et je vous remercie beaucoup. C'est très bon, très bon. Et Jean-Marie.
Pour ce qui me concerne, c'est un petit commentaire, une petite constatation. C'est que dans ces mythes d'origine, on constate qu'il y a un effort de... C'est dommage qu'on ne puisse pas vous pouvez lui porter le micro, dommage. Je prends. Je disais que je voulais faire une petite constatation concernant le mythe, les mythes d'origine au niveau de l'origine de nos rois. Ce que je constate, c'est qu'il y a comme un effort pour avoir une certaine consanguinité entre les différents rois des différents royaumes de notre région. Un peu comme ce que nous constatons, mais ceci dans les faits, sous d'autres cieux, avec par exemple les Habsbourg ou les autres grandes familles royales de l'Europe. Est-ce que par-delà le mythe, n'y aurait-il pas une manière de conquête et d'assujettissement ou simplement direction de pays par quelque part une même famille, mais qui se serait partagée la région. Je dis cela pourquoi? Si nous prenons l'exemple du Burundi, à travers le mythe, le second mythe de la Kanyaru, on voit combien il y a des liens que l'on veut créer, tisser, justifier avec le royaume ultra-Kanyaru du Rwanda. Mais dans les faits, nous savons que, et surtout au travers de l'ouvrage de Émile Mworoha, nous constatons plutôt combien il y a de liens très étroits entre le royaume du Burundi et le royaume du Bura, beaucoup plus que le royaume du Rwanda. Un roi ne peut mourir et être enterré au Burundi sans que les grands devins du royaume du Bura n'interviennent. Un nouveau roi ne peut être intronisé sans qu'il ne vienne. Le jour de l'Umuganuro, le grand festival prend ses racines, les tambourinaires partent du Bura jusqu'au centre de notre pays. Il y a comme ça énormément de faits qui attestent de cette parenté. Et je terminerai par une anecdote que m'a donné mon oncle Charles Balagnan, qui m'a assuré qu'un jour, en compagnie du roi Mwambutsa et du prince Kamatari, ils se sont mis à discuter et, à son grand étonnement, ils ne comprenaient pas dans quelle langue ils étaient en train d'échanger. Et selon lui, sa thèse à lui, c'est qu'ils ont eu une formation à un moment ou à un autre dans leur enfance au Bura et que probablement ils étaient en train de discuter dans la langue Mugiha. Parce que lui n'a pas compris un traître mot de ce qu'il disait. Il parlait une langue très proche du Kirundi, mais ce n'était pas le Kirundi. Kamatari et Mwambutsa, en présence de Charles. Premièrement, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Didas Ndikumasabo, étudiant à l'Université du Burundi en Master 1 Socio-anthropologie. Bon, vous allez m'excuser, je pourrais vous faire retourner en arrière. C'est la première fois que j'entre ici, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que vous donnez vous organisez de telles conférences sur la complémentarité des cultures. Vous avez... ma question
n'est pas sur le Ntare Rushatsi directement. Vous avez dit que vous avez suffisamment échangé sur la généalogie des clans.